Pour plus d'informations, appelez Weight Watchers au 0803 35 305 et commencez à perdre du poids maintenant. Quand vous associez Sun Rinçage et Sun Sel Régénérant, vous offrez à votre lave-vaisselle la complémentarité du système Sun. Sun Lavage enlève les traces les plus difficiles. Sun Sel Régénérant les dépôts calcaires. Sun Rinçage fait disparaître instantanément les traces d'eau. Ainsi, vous êtes sûr d'obtenir le meilleur de votre lave-vaisselle grâce au système Sun. Des résultats toujours parfaits, c'est sûr, c'est Sun. Le coup de barre de 11 h. Si Lilian Thuram ne l'a pas, c'est qu'il a mangé des biscuits petit déjeuner de Lu au petit déjeuner. Parce qu'ils sont pleins de céréales, de sucre lent, de vitamines, les biscuits petit déjeuner de Lu donnent une énergie qui se diffuse progressivement tout au long de la matinée. Ce qui permet d'éviter ce fameux coup de barre. C'est quoi son petit-déj? Biscuits petit déjeuner de Lu, de l'énergie pour tenir jusqu'au déjeuner. La question du jour, je vous la pose, là voilà. Combien de femmes ont-elles été relookées dans le sujet de Sylvie Adigard? C'est difficile ce matin. 3, 4 ou 5? 08 36 66 10 10. En jeu, un téléviseur. Alors après avoir recueilli un certain nombre de conseils, d'astuces pour être belle aujourd'hui, nous allons maintenant nous intéresser à la beauté en Égypte. Et pour nous répondre, on a invité quelqu'un que vous connaissez bien, qui est déjà venu plusieurs fois dans cette émission, Violaine Vanoyek, une spécialiste de l'Antiquité. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes l'auteur de 35 ouvrages à succès, diffusés dans une trentaine de pays. Vous êtes également professeur de littérature et de civilisation ancienne. Et de ce fait, vous connaissez parfaitement les us et coutumes des femmes, notamment en Égypte. Alors vous venez de publier chez Michel Lafon votre dernier livre, Thoutmôsis, le rival d'Hatchepsout. À vos souhaits. Ça va, je l'ai bien dit? Très bien. Alors là, vous, dans cet ouvrage, vous racontez la vie mystérieuse de Thoutmôsis et son épopée. Alors d'abord, il faut que vous nous rappeliez qui était... C'est un pharaon qui a vécu au XVe siècle avant Jésus-Christ, qui était surtout le plus grand pharaon de tous les temps, parce qu'il a fait de l'Égypte un magnifique empire qui allait jusqu'au sud du Liban, jusqu'au nord même du Liban, pardon. Et donc c'est vraiment le pharaon des pharaons. Alors son règne commence par une énigme, puisqu'on ne sait pas s'il a tué sa tante Hatshepsut pour régner, et après il va s'imposer merveilleusement. Surtout, il va bénéficier de tout l'apport de la Syrie, du Liban actuel qu'il va trouver. Quand je dis bénéficier, c'est du point de vue, puisqu'on parlait des femmes, aussi bien du point de vue de la mode, du point de vue de l'esthétisme. Il va donc apporter en quelque sorte en Égypte toute cette influence de différents pays, des différents pays où il a combattu. Alors c'était un militaire, il était aussi botaniste, il avait un harem important. Est-ce qu'il aimait particulièrement les femmes? Il aimait beaucoup les femmes, comme beaucoup de pharaons. Il avait des centaines de femmes qui étaient toutes diverses. Oui, qui étaient assez variées en plus, parce que c'était souvent des princesses qui venaient de différents pays, donc elles avaient des apparences, des looks différents. Et puis, mais il les aimait très jeunes. C'était sa faiblesse, il aimait vraiment les femmes très jeunes. Oui, c'est comme beaucoup. Oui. Est-ce que les pharaons avaient un idéal féminin particulier? Oui, justement, il fallait être assez mince. Alors, ne croyez pas que toutes les Égyptiennes étaient minces, parce qu'on les voit souvent représentées très fines dans l'iconographie. Mais vu toutes les pâtisseries au miel qu'elles mangeaient, certaines étaient quand même assez grassouillettes. D'ailleurs, on sait que les Romaines étaient grasses et que les Romains les préféraient comme ça, bien en chair, alors que la grecque était plus équilibrée, par exemple. Et donc, Thoutmôsis préférait les femmes minces et toujours avec la peau extrêmement lisse et extrêmement glabre. Donc, on avait inventé des crèmes à épiler très efficaces pour enlever tous les poils du corps. C'était même quelquefois trop efficace parce que ça allait jusqu'à irriter et arracher la peau. Partout. Partout. J'ai bien dit partout. Alors, on va donc voir quels étaient les canons de beauté à l'époque. Et d'abord, Violaine, est-ce que les femmes faisaient leur toilette dans l'Antiquité? Oui, les femmes faisaient leur toilette, presque comme aujourd'hui. Et justement, il y a un sage qui nous dit qu'on était en excellente santé, on était beau quand on s'était baigné et quand on s'était parfumé. Donc, il y avait tout un rituel. On allait prendre son bain, ou alors on se mettait dans une sorte de bassine et des servantes faisaient couler sur vous
bout de l'eau. Alors on voit effectivement là les ustensiles qui étaient utilisés pour les onguents, des onguents qui étaient divers, que l'on utilisait donc à la menthe pour les bras, on utilisait des onguents, des huiles appropriées pour les genoux, pour le cou, et puis il y avait aussi des crèmes antirides. Car tout ça, ça vient d'Égypte, hein, ce qu'on voit. Ça vient d'Égypte, oui. Et tous les... Des crèmes antirides? Des crèmes antirides. À base de quoi? À base de gomme, à base de miel, à base de cornes de cerf et à base de narcisse, d'oignons de narcisse. Donc c'est une préparation qui servait aussi à affiner le teint et à affiner la peau. Vous avez essayé? Oui. C'est vrai? J'ai essayé de faire quelque chose d'équivalent pour voir si ça marchait. Et je peux vous dire que ça rend le teint extrêmement clair. Alors, je ne sais pas si ça rajeunit, parce que les Égyptiens se faisaient ça aussi pour rajeunir. Mais en tous les cas, ça enlève, ça atténue les taches de rousseur, les boutons, et ça affine le teint. Est-ce qu'ils avaient des savons parfumés? Est-ce qu'on en a retrouvé? Alors, on n'a pas retrouvé de savon, parce que le savon a été inventé par les Gaulois. Mais en fait, ce qu'ils utilisaient, c'était une sorte de poudre de préparation où il y avait ce qu'on appelle du natrone qui servait à la momification. C'était un produit qui était assez abrasif. Et puis, quelquefois, ils mettaient de la cendre. Et comme ils aimaient bien les bains moussants, ils rajoutaient de l'argile pour faire mousser le tout. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a retrouvé des représentations où on les voit en train de se laver les dents. Alors, ils mettaient du dentifrice sur des racines et ils se frottaient les dents. Et au cours de la journée, comme vraiment ils étaient d'une propreté exemplaire, ils mâchaient toute la journée des pastilles de menthe. Et le dentifrice, il était à base de quoi? Le dentifrice était aussi à base de natrone et de sel. Et ils avaient aussi une eau, des rince-bouches à base d'eau et de sel. Mais ils connaissaient aussi le rince-doigt, vous savez, avec du citron. Les parfums étaient capiteux comme un rhum ou plus légers? Les parfums étaient assez capiteux, mais on connaît aujourd'hui, et depuis peu, la manière dont on fabriquait ces parfums. Et c'est justement grâce à la tombe d'un noble de l'époque de Toutmosis que nous savons comment il préparait les parfums. Donc, en gros, il prenait les mixtures parfumées. Je crois qu'on a aussi quelques images là-dessus. Il prenait donc des mixtures parfumées et il les décantait. Mais si vous voulez, on avait plutôt l'équivalent d'une sorte, à ce moment-là, d'eau de toilette. Et quand il voulait quelque chose de plus, des extraits de plus capiteux, il prenait directement la plante qu'il mettait dans un sac. Alors la plante, il la mouillait légèrement, il tordait le sac et donc il récupérait l'extrait, il récupérait le jus, enfin le parfum dont il s'inondait. Alors il faut savoir évidemment que chaque fleur avait donc aussi sa vertu et puis sa signification. Et donc, par exemple, s'ils faisaient des cauchemars pendant la nuit, eh ben, ils allaient prendre un parfum qui était très citronné parce que le citron avait le pouvoir de chasser les cauchemars. Donc il y a aussi toute cette superstition qui est liée au parfum. D'accord. Est-ce que les femmes se maquillaient? Oui. Oui, les femmes se maquillaient beaucoup. Alors là aussi, on devrait normalement avoir quelques images sur le maquillage. Et donc, ce qui est principalement utilisé, c'est évidemment le côle qui entoure donc l'œil, qui était utilisé à l'origine pour atténuer les irritations contre la poussière et les insectes, et puis qui est utilisé encore aujourd'hui. Pour agrandir les yeux aussi. Pour agrandir les yeux. Et la malachite qui permettait d'avoir de l'ombre à paupières, donc verte sur les... Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils connaissaient aussi le fard. Alors vous allez me dire, en Égypte, normalement, avec le soleil, ils n'en avaient pas besoin, mais ils se mettaient souvent à l'ombre. Et ils avaient du fard. Et ce qui est drôle, c'est que certains poètes étaient absolument contre l'utilisation du fard. Vous savez que fard vient de farda, qui veut dire en italien le crachat. Et donc, c'est quelque chose qui était rejeté au départ. Et eux le confectionnaient avec du carmin et des extraits de crocodile. Et donc, ça tenait extrêmement bien sur la peau. Mais le but était d'avoir la peau la plus claire possible ou non? Pas forcément. Justement, on l'a dit que les Grecs, par exemple, prenaient des bains d'ânesse, de lait d'ânesse, pour avoir la peau très, très claire. Et en fait, on s'est aperçu qu'elles adoraient aller se bronzer dans des stations balnéaires, que ce soit les Romaines, les Grecs ou les Égyptiennes. Donc, c'est un peu une idée reçue. Alors là, on voit une photo. Elle nous montre quoi? Oui, alors ça, bon, on voit justement son teint, là, qui est maquillé. Et elle a effectivement des pots, alors qui sont là donnés en offrande, mais qui pouvaient aussi bien contenir des onguents dont je vous parlais tout à l'heure. Alors que ce soit donc des onguents pour enlever les taches de rousseur, que ce soit des onguents pour raffermir la peau, pour lutter contre la vieillesse, tout ce qui était utilisé dans la toilette. Elle se maquillait la bouche?
Oui, elles se maquillaient aussi la bouche et on utilisait un produit qui s'appelait l'orcanette, que les Grecs reprendront d'ailleurs et qui tenait très bien. On peut dire que c'était quasiment waterproof. Et là, on voit aussi la manière dont elles s'habillaient. Vous voyez les robes à bretelles qui étaient très à la mode du temps de Toutmoses, et surtout l'utilisation de bijoux, de colliers, de gorgerins, de bracelets à la fois que l'on plaçait en haut des bras et puis sur les chevilles. On aimait vraiment, surtout encore une fois à l'époque de Toutmoses où les expéditions allaient très loin pour rapporter du lapis-lazuli, pour rapporter des pierres semi-précieuses, de la turquoise. Donc on aimait tous ces mélanges de couleurs un peu flash, un peu voyantes, justement à la mode pour nous. Très important aussi, les coiffes. Oui, alors là, les coiffes étaient très étudiées. Et ça a été vrai à toutes les époques. Et il est vrai que par hygiène, voilà, alors voilà quelques coiffes donc romaines et grecques. C'est vous qui les avez tournées, ces images, hein? Oui, absolument. Là, voilà une coiffe donc égyptienne. Il faut savoir que par mesure d'hygiène, les Égyptiens souvent se rasaient la tête, les Égyptiennes se rasaient la tête et elles mettaient une perruque, mais c'est pas forcément parce que c'était plus beau d'avoir une perruque, c'était pour se protéger du soleil. Alors il y a une évolution des perruques. On a eu des perruques très longues à une certaine époque et on trouvait que ça faisait vulgaire. Donc après, on a préféré des perruques un petit peu plus courtes. Vous voyez les peignes en ivoire qui sont utilisées ainsi que des épingles donc. Alors, ce qui est curieux en ce qui concerne les cheveux, c'est que les anciens ne supportaient pas de voir un cheveu blanc ou un cheveu gris. Et donc, ils connaissaient l'huile de ricin, déjà pour essayer de faire pousser les cheveux. Je ne sais pas s'ils y arrivaient, mais ils luttaient contre la calvitie. Et pour dissimuler donc leurs petits cheveux blancs, eh bien, ils utilisaient des teintures. Est-ce que les femmes égyptiennes se lissaient les cheveux? Oui, alors elles pouvaient se lisser les cheveux quand elles ne les rasaient pas. Et puis, sinon, dans les grandes occasions, elles préféraient les cheveux très bouclés, au contraire. Donc, je dirais que dans la vie quotidienne, c'était plutôt le cheveu lisse. Et quand c'était la para, le soir, eh bien, c'était le cheveu bouclé. Et puis, comble du comble quand même, elles mettaient sur leur tête un petit cône parfumé et qui coulait le long de leurs joues toute la soirée et qui donc embaumait leur corps. Non, là, c'est une coiffe que l'on voit un petit peu sophistiquée, mais on va en voir, je pense, avec, voilà, regardez donc ces Égyptiennes avec les petits cônes sur le sommet de la tête. Un parfum sur la chevelure. Et qui laissaient le parfum couler sur elles. Regardez aussi l'utilisation des boucles d'oreilles assez larges. Oui. Et donc, ces petits cônes étaient fabriqués avec des mixtures de parfums que l'on faisait chauffer à 65 degrés et après que l'on pouvait donc mouler. Il y avait des pastilles, il y avait des cônes. Voilà. Alors, toutes les images que vous nous avez montrées là en exclusivité, vous les avez tournées où ? Alors, elles ont été tournées pour la plupart à Luxor et quelquefois dans des tombes qui sont toujours fermées au public, notamment la tombe de Séti Ier qui a été longtemps ouverte, qui est aujourd'hui fermée. Et puis dans la vallée des nobles et dans la vallée des rois. Donc, c'est des images quelquefois en exclusivité. Alors, je crois que vous allez nous y emmener d'ailleurs là-bas. Hein. On va peut-être aller faire une petite émission spéciale au cœur de l'Égypte. J'aimerais bien vous y emmener et puis emmener tous les auditeurs. Ouais. Après, donc, s'être maquillée, coiffée, parfumée, elle s'habillait comment ? Alors bon, là c'est pareil, si vous voulez, il y avait plusieurs manières de s'habiller. Il y avait donc pour les Égyptiennes en tout cas la tunique que l'on retrouve là, regardez, chez les Romaines et chez les Grecs, c'est-à-dire la tunique, le drapé. Donc on le fabrique un petit peu comme on veut, on le module sur le corps avec une ceinture qui laisse donc le mouvement assez flou. Mais alors, évidemment, vous allez me dire, on pouvait être grosse, on pouvait être maigre pour s'habiller avec de tels vêtements. Oui. Sauf que les régimes existaient déjà et qu'elle tenait tout à faire des régimes. Alors, régime extrêmement restrictif, régime végétarien et puis quelquefois régime qui ont conduit au premier cas d'anorexie. Ah bon ? Oui. Mais quand vous dites qu'elles étaient minces, c'est la minceur qui correspond au canon de beauté d'aujourd'hui ou c'est une minceur relative ? Non, les Égyptiennes voulaient vraiment être minces, mais je vous disais, elles avaient du mal quand même à garder leur ligne à cause des pâtisseries et puis des sauces, parce que bon, c'était donc des cuisines très épicées. Alors que la matrone romaine, oui, parce qu'on les voit toujours représentées. Oui, et puis les mâles méditerranéens ont tendance à préférer les femmes un peu
peu gironde quand même. Oui, pas toujours, parce qu'ils aiment aussi beaucoup les Nordiques, hein, donc ils sont quand même attirés aussi quelquefois par le contraire. Mais en revanche, les matrones, donc les Italiens, préféraient quelque chose de bien en chair, c'est vrai. Bon, d'accord. On va terminer par des photos, je crois, qui nous montrent quoi, Oui, Violaine? qui nous montrent donc qu'on était dans les vêtements donc d'autres tenues, le pagne évidemment, qui est donc plus l'habillement évidemment de l'homme, mais qui pouvait être aussi l'habillement de la femme, car on montrait souvent sa poitrine, il n'était pas incongru d'avoir la poitrine complètement nue, d'où l'utilisation quelquefois de jupes. Alors voici une robe à bretelles, avec les bracelets en haut du bras. Ils n'étaient pas très pudiques, manifestement, les Égyptiens. Pour eux, être pudique, ça pouvait être montrer sa poitrine, même se promener nu, sauf dans la bourgeoisie. Mais disons que la femme du peuple se promenait nue. Et voilà donc les magnifiques sandales que ces dames portaient. C'est un truc qui fait bien Romeshko, hein, comme, être pudique, ça veut dire se promener nu en Égypte, c'est pas mal comme idée. Pourquoi pas? Il y a une manière de faire et de se promener. Je veux dire, si on n'est pas aguichante, on peut peut-être rester nu. Et donc ces magnifiques sandales là qui étaient en or, mais on en avait en cuir pour ceux qui avaient peut-être des moyens un peu moindres. Quoiqu'à l'époque de Toutmose, c'était la luxure pour tout le monde, le luxe pour tout le monde. Les couleurs des drapés, toujours des couleurs claires? On a vu beaucoup de couleurs claires, mais quelquefois il y avait des couleurs vives qui étaient utilisées. Alors là, c'était plus pour les musiciennes ou pour les filles de taverne. Donc les matrones évitaient les élégantes préférées, les couleurs claires. Un petit peu plus claires. Oui. Vous nous avez amené des objets? Ah oui, alors ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire parce que c'est ce que portaient inévitablement les Égyptiennes qui étaient toutes superstitieuses. Ici, on a donc un œil, ce qu'on appelle un œil Ouja, c'est l'œil d'Horus. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'était donc des petits pendentifs et qui étaient turquoises, parce que la turquoise chassait le mauvais sort, elles en mettaient partout. Elles en mettaient en boucle d'oreille, elles en mettaient donc autour du cou, elles en mettaient dans les petites chaînes qu'il y avait aux chevilles, et donc d'autres... Alors je vous signale que ce sont évidemment des amulettes qui sont tout à fait authentiques, comme celle-ci aussi qui représente donc la déesse Bastet, qui est évidemment minuscule, la déesse Bastet, qui est donc la déesse chat, également en turquoise. Alors toutes celles-ci datent de l'époque d'Hatchepsout et de Toutmosis, et également donc cette petite figurine qui représente donc, regardez, quelque chose qui a été très adopté par les Crétois. C'est la tunique avec, vous me parliez de poitrine dénudée, j'insiste, avec ici donc volontairement la poitrine qui est dénudée. Dénudée, voilà. Bah, c'est une tendance qu'on retrouve beaucoup. Petite figurine syrienne. Dans la mode actuelle, hein, pour cet été, on voit beaucoup de poitrines alors c'est dénudées. formidable. Merci beaucoup, Violaine Vanoyek. Donc, je rappelle que votre dernier roman aux éditions Michel Lafon est consacré à Toutmosis, le rival d'Hatchepsout. Bravo, c'est pas mal. Hein? Non, mais quand vous viendrez avec moi, vous allez voir, vous connaîtrez tout ça par cœur. Eh ben, écoutez, avec plaisir. C'est le genre de proposition qui ne se refuse pas. Hein, vraiment. Donc, je viendrai avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. On va parler de la météo avec un Laurent Romeshko passionné, franchement, par la mode et les coutumes. Hein, Laurent? Oui, pas mal, hein, oui, les on canons en de parlait beauté. avec Christian Constant. Oui. Alors lui, sa tunique, elle me fait un peu moins d'effet, mais bon. Mais pas mal quand même. Hein. Bon, le soleil est là, je crois, aujourd'hui, partout. Ah oui, c'est pour ça c'est le printemps, hein, c'est normal. Un ciel bien dégagé sur la plus grande partie du pays. Il y a quelques